Bonjour, alors le sujet de cette vidéo porte de nouveau sur le chapitre 2 d'Histoire, démocratie fragilisée et expérience totalitaire dans l'Europe de l'entre-deux-guerres. Et le sujet de développement construit de la vidéo est le suivant, l'URSS de Staline, un régime totalitaire. Donc comme à chaque fois, on fait une petite introduction dans laquelle on définit les termes du sujet. Donc le premier terme, c'est celui d'URSS, qui est depuis 1922 l'Union des républiques sociales et soviétiques. Donc attention, l'URSS et la Russie ne sont pas des synonymes. L'URSS, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est l'Union des républiques sociales et soviétiques, c'est-à-dire l'union de plusieurs pays qui partagent les mêmes idéaux communistes. Donc dans l'URSS, vous avez la Russie, certes, mais vous avez aussi l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, puis plus tard le Kazakhstan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, etc., etc. Tout ça, c'est l'URSS, ce n'est pas que la Russie. Ensuite, il faut réfléchir à Staline. Alors, qui est Staline? C'est tout simplement le dirigeant soviétique à partir de 1924, même s'il prend vraiment le pouvoir de manière totale qu'à partir des années 1927-1928. Staline meurt en 1953, je ne vous demande pas de l'apprendre pour le moment. Ensuite, il faut définir la notion centrale du sujet, qui est régime totalitaire. Donc, un régime totalitaire, c'est un régime politique qui n'admet qu'un parti unique, dirigé par un chef, qui contrôle l'État et la société, en s'appuyant sur une idéologie, sur l'embrigadement de la société et de la terreur. Il est donc désormais, comme d'habitude, possible de faire une petite problématique. Donc, l'URSS de Staline est-elle un régime totalitaire? Alors, je propose cette fois-ci un plan en trois parties pour vous montrer qu'on peut changer, celui que j'avais fait sur le nazisme. Donc, je vous propose dans une première partie qu'on s'intéresse au chef et au parti unique du RSS, dans une deuxième partie sur l'idéologie du régime de l'URSS, et enfin sur l'embrigadement de la société. Alors, commençons. L'URSS, comme tout régime totalitaire, s'appuie sur un chef. Il s'agit en URSS de 1924 à 1953 de Joseph Staline qui a pris le pouvoir à la mort de Lénine en 1924. Est organisé autour de lui un culte de la personnalité, c'est-à-dire un ensemble de pratiques utilisées pour convaincre le peuple qu'une personne est supérieure et infaillible. Donc on va utiliser des affiches, on va utiliser des films, des journaux. Staline a des surnoms comme Père des peuples. Et donc l'exemple que vous pouvez développer est celui de la poésie qu'on avait vu en classe. Donc certains poèmes de Rachimov sont une véritable exaltation de Staline. Donc là, vous voyez ce poème à gauche. Staline est présenté comme une sorte de divinité qui concentre en ses mains de multiples pouvoirs. Non seulement c'est le chef des peuples du RSS, mais c'est aussi lui qui, je cite, fait naître l'homme, féconde la terre, rajeunit les siècles, fait fleurir le printemps, etc. Donc ces poèmes sont diffusés dans le journal officiel du Parti communiste que vous voyez à droite pardon, qu'on appelle la Pravda, et aussi dans les écoles où les écoliers, les enfants, vont apprendre le poème par cœur. Donc ça, c'est un culte de la personnalité. Ensuite, le régime soviétique s'appuie également sur un parti unique, c'est le Parti communiste. En fait, ça signifie que toute opposition politique est interdite, vu qu'il n'y a qu'un parti politique unique. Les autres partis sont interdits, supprimés. Donc en fait, seules les idées du Parti communiste sont véhiculées dans le pays. Donc on n'est pas dans un territoire libre dans lequel les échanges seraient libres. Euh, donc vous pouvez voir le logo ici du Parti communiste qui est composé donc de la couleur rouge, c'est la couleur de l'URSS. On retrouve le visage de Lénine, c'est celui qui avait fait les révolutions russes, notamment la révolution russe d'octobre en 1917. Et on retrouve le marteau et la faucille qui représentent le communisme. L'idéologie et le communiste, venons-en. C'est l'idéologie officielle de l'URSS. Hein. Donc le communisme s'appuie sur les idées de Karl Marx, que vous avez dû voir un petit peu en quatrième, et les communistes souhaitent une société égalitaire, sans classe sociale. Alors pour le dire autrement, et facilement, les sociologues classent les habitants en fonction de leur mode de vie et de leur richesse. C'est ça qu'on appelle une classe sociale. Par exemple, la classe ouvrière rassemblerait les ouvriers qui ont plus ou moins le même travail, le même salaire et donc souvent le même mode de vie. Les communistes, eux, considèrent qu'il y a deux grandes classes sociales. Vous avez la classe dite bourgeoise, que vous voyez en haut de mon écran, c'est celle qui rassemble les propriétaires des moyens de production. Autrement dit, ce sont
ceux qui possèdent les entreprises, ce sont les propriétaires des machines, des grandes terres agricoles, et ce sont ceux qui sont les plus riches. À l'opposé, vous allez avoir ce qu'on appelle la classe prolétarienne, c'est-à-dire les ouvriers, les simples paysans, qui, en échange d'un salaire, mettent à disposition leur force de travail. Et cette division entre deux classes sociales est fortement critiquée par les communistes qui voient en elle de très fortes inégalités. Donc ils souhaitent y mettre fin. Ils ne veulent plus qu'il y ait de classe sociale. Ils veulent que tout le monde soit égaux. Alors pour cela, il y a selon eux deux grandes étapes. La première, c'est ce qu'on appelle l'étape du socialisme, dans laquelle les prolétaires, c'est-à-dire les travailleurs, les ouvriers, pour faire simple, prennent le pouvoir par la force comme l'ont fait les Russes en 1917. C'est à ce moment-là qu'ils vont mettre en place ce qu'on appelle la dictature du prolétariat, c'est-à-dire que par la force, ils vont prendre tout ce que possèdent les bourgeois pour les mettre en commun. Il n'y a donc plus le chef d'une entreprise et des ouvriers, tout appartient à tout le monde. C'est ce qu'on appelle la collectivisation. On va tout rendre collectif. Et dans cette phase, c'est l'État qui va planifier l'économie et dire à chacun ce qu'il doit faire, en donnant par exemple des objectifs. Ensuite, et pour terminer, toutes les entreprises vont également être nationalisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus privées, elles appartiennent toutes à l'État. Donc les soviétiques considèrent ils en sont à cette étape, ils ne sont pas encore communistes, ils sont socialistes, d'où l'utilisation du terme socialiste dans le nom URSS et non pas de communiste. Puisque c'est une fois cette première étape réalisée qu'arrive la deuxième étape, la plus importante, c'est celle du communisme, et dans cette étape, tous les citoyens sont éduqués, donc ils ont perdu leur mode de vie capitaliste, et donc on va mettre fin définitivement à toutes les classes sociales, et l'État, enfin, ne sert plus à rien, il est détruit. Donc ça, c'est la théorie. Donc cette idéologie va être mise progressivement en place dans les années 1930. Par exemple, les koulaks, donc les koulaks, ce sont les riches propriétaires terriens, ce sont ceux qui ont des très grandes terres, vont être dépossédés. On leur prend leurs terres et ils vont être déportés. Donc ces terres qui ont été récupérées vont être mises en commun. C'est ce qu'on appelle la collectivisation. On appelle ça un kolkhoz, c'est-à-dire des terres, des machines, du bétail, des semences, une force de travail. Tout est mis en commun. Donc vous voyez sur mon document à gauche en haut, vous aviez plein de petites exploitations paysannes, et puis finalement la collectivisation crée un kolkhoz, tout appartient à tout le monde. Donc toutes les machines appartiennent à tout le monde, tout le bétail appartient à tout le monde, etc. etc. Donc ensuite, l'État va également, comme je vous l'ai dit précédemment, diriger l'économie via ce qu'on appelle des plans quinquennaux. Pardon. Donc pourquoi quinquennaux? C'est tout simplement des plans qui sont réalisés tous les 5 ans. Par exemple, lors du premier plan quinquennal, Staline et l'État décident que le premier objectif, c'est l'industrie lourde et l'industrie militaire. Donc l'État va décider que les usines doivent produire des machines militaires, qu'il faut produire du charbon, de l'acier, etc. Bref, avec ces deux exemples, on voit bien que les idées communistes sont mises en place. Enfin, comme tout régime totalitaire, l'URSS va tenter d'embrigader, de contrôler la société. Donc ce deux moyens, la manière dite douce, entre guillemets, et la manière forte. Donc on va commencer par la douce. Pardon. L'État soviétique va s'appuyer donc tout simplement sur de la propagande, une propagande importante. Des affiches, des films, de la musique, la presse, le sport, tout est utilisé pour diffuser les idées communistes. C'est le cas de parades militaires et sportives, comme vous pouvez le voir sur cette photographie, qui montre une parade de 1935. On y voit à gauche le portrait de Lénine, on y voit à droite le portrait de Staline, et en bas on le voit mal, réalisé par les hommes, sous une forme, on retrouve le marteau et la faucille. Là, sur un autre angle, on voit exactement la même parade, à l'exception qu'on voit à droite ici le mausolée de Lénine, c'est-à-dire là où est déposé, conservé le corps de Lénine, qui est encore visible aujourd'hui. Bref, ce sont ces défilés qui ont pour objectif de mettre en avant la grandeur du régime, la grandeur de Staline. L'URSS cherche également à embrigader sa jeunesse, elle contrôle sa jeunesse. Alors, je vous l'avais dit, hein, quoi de plus facile que de véhiculer des idées à des enfants, puis à des adolescents. Et donc, on commençait dans ce qu'on appelait le mouvement des pionniers à l'âge de 10 ans. On y apprenait le communisme, on avait une formation militaire, et puis petit à petit, on a intégré ce qu'on appelle les komsomol, qui eux sont des écoles, des
communiste ouverte à partir de l'âge de 15 ans. Enfin, quand la propagande ne suffit pas, on utilise la force et la violence. Donc, il y a une période dans l'histoire de l'URSS qu'on appelle la Grande Terreur, qui est de 1936-1937 à 1938, dans laquelle l'État a arrêté et exécuté environ 700 000 personnes en quelques mois pour purger l'URSS de tous ses opposants politiques. Alors, des opposants politiques vérifiés, mais parfois supposés, pas de risque. On exécute au cas où. Donc ça faisait quand même un nombre de morts considérable. Il y avait environ 1000-1500 exécutions par jour. Il n'y avait pas vraiment de justice. Voilà, c'est effroyable. Et puis derrière, vous avez le NKVD, qui est la police politique de l'URSS, dont vous voyez ici le logo en haut à gauche, traque tous les opposants politiques pour les condamner. Donc certains sont déportés, comme vous pouvez voir sur mon tableau, c'est-à-dire qu'on oblige des personnes à quitter leur lieu de vie pour s'installer ailleurs, souvent loin du pouvoir politique. Certains sont exécutés, on l'a vu avec la Grande Terreur, et beaucoup vont être envoyés au goulag. Les goulags, ce sont des sortes de camps de travail situés un petit peu partout sur le territoire soviétique, qui peuvent être assimilés à des sortes de peines de prison, bien qu'en fait il s'agisse absolument pas de prison, c'est pas fermé comme des prisons, mais vous êtes envoyé là-bas, évidemment, non pas pour mourir, bien que le nombre de morts y est parfois important, mais pour purger une peine, parfois de quelques mois, parfois de quelques années. Donc ces goulags sont installés dans des espaces de l'URSS peu accessibles ou peu attrayants, et les prisonniers réalisent des tâches qui peuvent aller de l'extraction de l'or, par exemple à Kolyma, ici, ou à la construction, par exemple, du canal de la mer Blanche et de la mer Baltique, ici. Le nombre de détenus en fait est absolument immense, on en compte presque 2 millions en 1938, rien que pour cette année. Les motifs d'internement, bah, ils sont très variés, ça peut aller d'une opposition politique réelle à une accumulation de retard à l'usine, qui vont à l'encontre de l'intérêt général. Donc si vous étiez absent plusieurs fois, vous pouviez avoir 1 an, voire 5 à 8 ans de goulag. Bref, en fait, ces violences permettent d'un côté à l'État soviétique d'industrialiser une partie du territoire, parce que tout simplement, bah, il n'y a pas grand monde qui veut aller en Sibérie, au nord de la Russie, pour aller extraire de l'or. Ça, même avec des salaires importants, les conditions sont telles que peu de personnes veulent y aller. Donc ça permet d'envoyer des gens de force, et puis en plus c'est gratuit, parce que la main-d'œuvre est gratuite. Mais ça sert aussi à terrifier pour que nulle personne sur le territoire soviétique ose s'opposer à l'État soviétique. Bref, en conclusion, l'URSS est un régime totalitaire contrôlé par Joseph Staline et le Parti communiste qui tente d'instaurer le communisme dans la société soviétique en s'appuyant sur une propagande forte et sur la terreur.